Premier vol au-dessus de Champré-Froge pour l'Hélio, le dirigeable électrique Isérois gonflé à l'hélium mis au point par Airstar et Coesio. L'objectif des pilotes, c'est de battre le record du monde de vitesse établi par Steve Fossett en 2015. Chez Alma, une personne égale une voix. Dans cette scope de Saint-Martin-d'Air, on applique la gouvernance démocratique, la répartition équitable des richesses, le bien-être au travail et la contribution citoyenne. Et puis Giulio Ciccone remporte la dernière étape du Critérium du Dauphiné entre Pont-de-Clé et le sommet de la Bastille à Grenoble. Victoire générale de Jonas Vingegaard. Dimanche, les amateurs de petites rennes s'étaient rassemblés en masse dans cette montée mythique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 12 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le Zeppelin remonte sur Seine. L'ère des dirigeables, stoppée par un dramatique accident en 1937, pourrait bien renaître grâce à deux entrepreneurs de la région Rhône-Alpes. Après avoir traversé la Manche en ballon en 2013, Pierre Chabert, fondateur des ballons éclairants Airstar, remet le couvert. Avec le projet Coesio Kinétique, associé à Pierrick Brenier, il veut battre un nouveau record. Mercredi dernier, ils ont sorti leur bébé du hangar, construit exprès à Champré-Froge. Camille Avon. 32 mètres de longueur, 600 mètres cubes, 115 chevaux, ce sont les caractéristiques du dirigeable L'Hélio, un dirigeable créé par la société Airstar en partenariat avec Coesio. Après 10 ans de travail sur ce projet, il y a quelques jours, L'Hélio a pris son premier envol. Pour construire ce dirigeable, ses fondateurs ont fait appel à la bio-inspiration. Souvent, on a copié des animaux pour faire des choses performantes. Je prends l'exemple du Concorde, qui était une copie d'un rapace au départ, qui a été adapté évidemment, mais qui était quand même la copie d'un rapace. Bon, on s'est dit finalement, on va essayer, puisqu'on est plus proche d'un poisson que d'un avion, on va essayer de trouver un poisson très très rapide. Alors le poisson le plus rapide, c'est pas du tout le thon, c'est l'espadon voilier, mais qui est un poisson qui ressemble à une aiguille extrêmement fine. Dans une aiguille fine, j'allais mettre mon hélium ou ça. Donc il fallait quelque chose d'un peu plus ventru. Et quand on regarde de plus près, assez rapidement derrière, on tombe sur le thon, qui est un poisson qui est une masse de muscles en déplacement. Pendant les vols, les pilotes sont installés sous le dirigeable. Ils peuvent être en position assise pour des vols d'essai ou allongés en position Superman pour des vols de vitesse. Le dirigeable a une autonomie de 17 minutes quand il vole à vitesse maximale, tandis qu'à 50 km/h, il peut voler pendant 2 heures. Pour ses créateurs, il est essentiel que ce dirigeable soit écologique. Il est très écologique, il est très profilé pour consommer peu d'énergie, il va voler avec une propulsion électrique et avec une petite motorisation. Ce qu'on essaie de montrer par là, c'est qu'avec des engins bien calculés, on est capable d'avancer très vite avec peu d'énergie. Ce dirigeable a pour but de battre le record du monde de vitesse. Actuellement, il est détenu par Steve Fossett depuis 2004, qui avait volé à 115 km/h. C'est un record de vitesse, donc en fait il y a des poteaux qui sont à 1 km de distance et on mesure en combien de temps on parcourt cette distance. L'altitude maximum c'est 500 mètres, on sera probablement à 200 ou 300 mètres et on doit passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Au total, c'est plus d'1,5 million qui ont été investis dans ce projet. Pour continuer sur sa lancée, l'Hélio tentera de battre le record de traversée de la Méditerranée puis de l'Atlantique à l'horizon de 2024. Et Pierre Chabert ne compte pas s'arrêter là, lui qui imagine que les dirigeables puissent un jour remplacer les hélicoptères pour des travaux aériens ou deviennent un mode de transport en croisière. Plusieurs secteurs en Isère fortement touchés par les intempéries dimanche en fin de journée, comme à Livet et Gavet. Vous le voyez sur ces images tournées par les sapeurs-pompiers de la commune, où une coulée de boue entraînant aussi des chutes de rochers a dévalé la montagne avant d'aller finir sa course dans la Romanche, faisant déborder la rivière sur environ 200 mètres. Pas de blessés, mais des dégâts matériels dans les rues où l'eau a pu monter de plus d'1 mètre par endroit. Une cinquantaine de maisons a été touchée et pour 5 d'entre elles, des caves et des sous-sols inondés. La mort peut attendre en raison des travaux au crématorium de Gières qui viennent de débuter et se poursuivent jusqu'au 3 octobre. Le délai autorisé entre le décès et la crémation passe de 6 à 14 jours. Une autre pierre tombale dans la gestion des pompes funèbres intercommunales par la métropole, selon le maire de Voiron, pour qui la création d'un crématorium dans le pays voironnais aurait pu atténuer le problème. Écoutez Julien Paula dans le dernier QG politique sur Télé Grenoble. La métropole était engagée par l'intermédiaire des pompes funèbres intercommunales à réaliser un crématorium à Voiron, au terme d'une procédure de délégation de service public pour laquelle elle avait été candidate et qu'elle avait remportée. Aujourd'hui, les PFI, de manière unilatérale, disent non, en fait, on ne va plus le faire, le crématorium. Ils sont pourtant engagés à ça, contractuellement. J'attendais quand même que politiquement, la métropole
qui est l'actionnaire majoritaire des PFI, puisse dire on a un engagement, moralement cet engagement on va le tenir, le crématorium nous allons donc le faire, d'autant plus qu'il s'agit quand même d'un équipement important d'intérêt général qui rayonne sur un territoire qui excède évidemment la seule ville de Voiron et qui vient en soutien aux habitants dans les moments où ils sont les plus fragiles quand ils ont perdu un proche. Or aujourd'hui, dans les périodes où on a des pics de mortalité, comme on l'a connu pendant le Covid, il y a des gens qui doivent souffrir d'attendre 10 jours avant que leurs proches soient pris en charge par un crématorium parce qu'ils sont tous complets. J'estime que ça, unilatéralement renoncer à cet engagement, c'est un acte de déloyauté majeur. Et travailler sur des compétences multiples avec des partenaires qui ne sont pas plus fiables que ça, eh ben ça m'en passe l'envie. C'est à un acteur privé que le Pays voironnais pourrait maintenant déléguer le projet de crématorium. Retrouvez l'intégralité du QG politique de Julien Paulat en replay sur télégrenoble.net. Les 101 Almaciens et Almaciennes vivent aussi une belle histoire. C'est comme ça que s'appellent entre eux les équipiers d'Alma, basés à Saint-Martin-d'Air, auxquels s'ajoutent environ 70 personnes dans les filiales à l'étranger. L'entreprise est spécialisée dans l'édition de logiciels et les services numériques. Sa particularité, il s'agit d'une SCOP, une société coopérative de production. Les explications de Jade Lanier. Alma est l'une des SCOP les plus importantes du territoire. Ici, les employés sont citoyens de l'entreprise et prennent part à toutes les décisions. Certains sont même administrateurs. C'est le cas de Christelle. Élue il y a une semaine, elle a déjà de nombreux projets en tête. Il est vrai qu'il y a des indicateurs de performance de l'entreprise qu'on doit mettre en place. Donc ça, typiquement, c'est un sujet qui va m'intéresser. Ou un autre sujet qu'on appelle chez nous Jeune Pousse, de rechercher d'autres entreprises où Alma peut apporter son aide, sa contribution. Éditeur de logiciels, Alma travaille avec de nombreux secteurs comme l'industrie, la sécurité, mais aussi le monde hospitalier et pharmaceutique. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires qui profitent directement aux employés. Chez nous, tous les salariés sont associés. On partage les résultats, c'est-à-dire qu'une majorité du résultat, 67% du résultat d'Alma est reversé aux salariés de l'entreprise. Donc ça implique une répartition équitable, on va dire. On met de l'argent dans les réserves de l'entreprise pour que l'entreprise se développe, investisse. Donc on est sur une idée de pérennité d'entreprise. On ne peut pas revendre une entreprise coopérative. Tous les 3 ans, les salariés élisent leur président et cette année, un directeur général a même été recruté. Un entretien d'embauche assez particulier puisqu'il s'est déroulé face à tous les employés d'Alma. Ça démontre à quel point les décisions importantes, comme le recrutement d'un directeur général, sont aussi de l'ordre des Almaciens. Ils prennent part à la décision. C'est effectivement plus complexe parce qu'il faut prendre ce temps de concertation avec l'ensemble des Almaciens, mais d'un autre côté, une fois que la décision est prise, elle est beaucoup plus légitime. On peut beaucoup plus facilement se projeter vers la mise en œuvre et on passe moins de temps à devoir persuader d'une décision qui n'aura pas été comprise. Alma s'engage aussi pour l'écologie avec la mise en place d'une fresque du climat ou encore l'exploitation d'un jardin de 7000 m² dédié à la biodiversité. Et ça marche. Alma a enregistré une croissance de 11% en 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 20 millions d'euros. Des nouvelles d'un autre fleuron du territoire, à Raymond, l'entreprise spécialiste des solutions de fixation et d'assemblage pour l'industrie automobile va produire des millions de pièces pour les batteries ACC, groupe créé par Total Energy, Stellantis et Mercedes-Benz. Une nouvelle technologie de connexion cellule à cellule qui ne sera pas effectuée par soudure mais sera démontable, permettant la maintenance et le recyclage. La production à Saint-Égrève devrait débuter fin 2024, début 2025. Le Critérium du Dauphiné faisait sa révolution et retrouvait dimanche le mur de la Bastille entre La Tronche et Grenoble. Un événement pour tous les amateurs de cyclisme et de sensations fortes. Théo Laroche, qui connaît bien la montée pour l'avoir testé la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, il est allé à leur rencontre. Cela faisait bien trop longtemps que la Bastille n'avait pas revêtu sa tenue de gala. 23 ans après la dernière arrivée du Critérium au sommet, une nouvelle journée mythique se prépare. Avant l'apothéose tant attendue, la foule investit les lieux sous un soleil de plomb.
Mais la passion grenobloise pour le cyclisme ne craint rien. Moi je viens de Grenoble et c'est vrai que c'est une ascension qui est assez réputée avec des pourcentages assez importants, c'est vraiment mythique. Et pour une fois qu'il y a une course qui s'arrête en haut de la Bastille, on ne pouvait pas se permettre de ne pas venir aujourd'hui pour accueillir les coureurs, quoi. Surtout que c'est une arrivée au sommet, donc c'est toujours un peu plus stimulant que les arrivées au sprint, en tout cas de mon point de vue. Je suis un peu curieux de voir si ça se passe comme sur des Flandriennes, avec vraiment une émulation du public qui est vraiment chaud. Là je vois que les routes commencent à se remplir, donc ça fait plaisir de voir qu'à Grenoble aussi, en Isère, on sait se retrouver autour d'événements cyclistes. La ferveur, elle était là pour chaque coureur, mais surtout pour un certain Julien Alaphilippe. Il peut compter sur un fan club d'irréductible le jour de son anniversaire. D'autres supporters viennent de loin pour encourager leur poulain. Nous venons de Colombie pour voir Egan, Chavez et tous les autres Colombiens qui courent le Critérium. Un événement qui attire, une course qu'on admire. Cette arrivée magistrale, c'est aussi l'histoire d'une fête populaire. Certains habitués des grands tours en sont sûrs. Le Critérium, c'est du lourd sur la route, mais aussi au bord. La Bastille, c'était fantastique, ouais. La Bastille, arrivé à la Bastille, bon, je suis venu à pied par le chemin. Et puis bon, c'est la fête ici. Et puis c'était beau de savoir que Sylvain Guegord, il gardait encore son maillot jaune. Parce que c'était une étape pas évidente. Et puis la dernière montée, c'était vraiment décisif pour gagner ou perdre tout et quelques secondes. C'était super. Une ambiance bon enfant, heureuse. C'est organisé professionnellement. Et puis c'est un bon entraînement pour le Tour de France pour tout le monde. Impérial, incontournable, le Danois Jonas Vingegaard remporte cette édition, même si c'est l'Italien Giulio Ciccone qui s'impose sur cette 8e étape. Et derrière les barrières, c'est une nouvelle victoire pour la ville du vélo. La ferveur cycliste de Grenoble prouve, s'il le fallait encore, qu'elle se montrera toujours à la hauteur. Et Jonas Vingegaard qui sera le favori pour le Tour de France qui débutera le 1er juillet à Bilbao, au Pays Basque espagnol. Christopher Froome est le dernier coureur à avoir accompli le doublé Critérium plus Tour, c'était en 2016. À Caen, une tyrolienne pour descendre de la Bastille. La station de Champs-Rousse vient de l'annoncer. C'est ce week-end que sera lancée la tyrolienne de 2 km au sommet de la Croix jusqu'au Recoin. On vous avait fait suivre les étapes de la construction de la plus grande tyrolienne du monde. Un voyage en solo ou en duo à 60 mètres de hauteur avec des vitesses de pointe à 80 km/h. Les réservations sont ouvertes à condition de mesurer plus d'1,60 m. À partir de 35 € le tour quand même. La tyrolienne fonctionnera tous les jours à compter du 1er juillet. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.